Le président directeur général de Randgold a été reçu ce mercredi par le Premier ministre. Il a été question de la situation actuelle de la société minière au Mali et de l'emploi. Marc Bristow s'est engagé à accompagner le Mali et même à convaincre d'autres investisseurs à revenir malgré la crise. Exploitation de l'uranium, le Niger veut revoir les permis miniers du groupe français Areva. Quatrième producteur mondial d'uranium, le Niger souhaite que les populations profitent plus des ressources minières. En quatrième région, assurer une bonne éducation à chaque enfant grâce à des enseignants de qualité. C'est l'objectif d'un nouveau projet lancé hier à Ségou. Il permettra de former des enseignants pour rehausser le niveau de l'éducation dans la région. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM. Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons comme tous les mercredis par le Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim. Avec moi sur ce plateau, Aïssata Ibrahim Maïga. Bonsoir. Bonsoir Dé. Avec vous donc le contenu du Conseil des ministres de ce jour qui a adopté donc des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Effectivement, Dé Sissoko, bonsoir à tous. Au chapitre des mesures législatives, sur présentation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt complémentaire signé à Lomé le 18 septembre 2012 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour le financement complémentaire du projet d'aménagement en 2 fois 3 voies du boulevard du 22 octobre 1946 en 2 fois 2 voies de la corniche de renforcement de l'avenue du 5 septembre et de construction d'un passage inférieur au carrefour de l'Inde-Sup. Dans le cadre de la réalisation du projet d'aménagement en 2 fois 3 voies du boulevard du 22 octobre 1946 en 2 fois 2 voies de la corniche et du renforcement de l'avenue du 5 septembre, il est envisagé l'exécution de travaux additionnels. Le présent accord de prêt des montants de 6 647 millions de francs CFA signé entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement porte sur le financement complémentaire de ces travaux additionnels qui comprennent notamment la construction du passage inférieur au carrefour de l'Inde-Sup sur la corniche en lieu et place du giratoire, la démolition puis la reconstruction du pont sur le Diafaranako, la construction d'un canal en béton armé sur la rivière Diafaranako ainsi que l'aménagement des abords du dit canal. Le renforcement de l'éclairage public sur la corniche, la ratification de l'accord, objet de la présente loi, permettra l'entrée en vigueur du prêt. 2. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Lomé le 18 septembre 2012 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque africaine de développement BOAD pour le financement partiel du projet de construction en 2 fois 2 voies de l'autoroute Bamako-Ségou. Par un accord signé le 18 septembre 2012 à Lomé, la Banque ouest-africaine de développement BOAD octroie à notre pays un prêt de montant de 10 milliards de francs CFA. Le prêt va contribuer au financement partiel du projet de construction en 2 fois 2 voies de l'autoroute Bamako-Ségou qui vise notamment à améliorer le niveau de service de la route, à renforcer la sécurité routière et à réduire le temps de parcours. Les travaux prévus dans ce cadre portent sur la réhabilitation et l'élargissement de la voie existante, la construction d'une nouvelle voie, la construction de 3 ouvrages d'art et l'aménagement d'aires de stationnement aux abords du tronçon. La ratification de l'accord est une formalité préalable à l'entrée en vigueur du prêt. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, conseiller technique colonel Abdrahman Babi, chargé de mission colonel-major Abdrahman Ould Meidou Mohamed, haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la promotion des langues et de l'instruction civique, colonel Oumar Mamatraouari, haut fonctionnaire de défense
auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, colonel-major Diarikou Traoré. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire, conseiller technique, M. Moulay Shirfi Haïdara, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Inspecteur en chef à l'inspection de l'équipement et des transports, M. Boubacar Kouita, ingénieur des constructions civiles, directeur national de l'aménagement du territoire, M. Sambel Banadialo, ingénieur des constructions civiles au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, secrétaire général, M. Félix Dakouo, ingénieur des eaux et forêts. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au rapport de la revue 2011 du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté CSRP 2007-2011. Le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté CRCRP constitue le cadre de référence visant à assurer la coordination et la cohérence des interventions de l'État, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers dans le développement socio-économique et dans la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2007-2011 avait pour but de stimuler la croissance et de réduire significativement la pauvreté à travers le développement des infrastructures et du secteur productif, la poursuite et la consolidation des réformes structurelles et le renforcement du secteur social. La revue du CSRP 2007-2011, 5e du genre, s'est tenue le 2 août 2012 et visait à évaluer la mise en œuvre du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, à identifier les principales contraintes qui ont entravé son exécution et à formuler les recommandations pour l'atteinte des objectifs fixés, y compris les objectifs du millénaire pour le développement. Il ressort de cette revue qu'en dépit des progrès réalisés dans la plupart des domaines, l'objectif global de réduction de la pauvreté n'est pas atteint. Le rapport de la revue qui explique cette situation analyse les atouts, souligne les faiblesses, formule des recommandations en vue d'améliorer la situation économique, sociale et de renforcer la lutte contre la pauvreté. Il dégage des perspectives pour la période 2012-2014. Voilà, c'est tout pour ce Conseil des. Merci Aïssata Ibrahim Maïga. Nous poursuivons ce journal avec ce communiqué. Au fur et à mesure que se renforce la coopération internationale autour du Mali pour le rétablissement de son intégrité territoriale, le gouvernement observe une fuite en avant chez les terroristes et les narcotrafiquants qui occupent illégalement plus des 2/3 du territoire. La multiplication des exactions comme les flagellations, les tirs sur un cortège de jeunes mariés rapportés par les médias, la destruction d'édifices symboliques ou sacrés comme le monument de l'indépendance à Tombouctou, la mise en sac de sites vénérés où reposent nos saints, sans oublier d'autres atrocités innommables traduisent leur désarroi en même temps qu'ils constituent des actes intolérables. Ils seront punis comme tels par les lois en vigueur dans le pays ou par la législation internationale. Le gouvernement tient à rassurer les populations que la fin de leur calvaire est proche et que tout est en train d'être mis en œuvre au niveau national et international pour qu'il en soit ainsi dans les meilleurs délais. Et puis au courrier départ de la présidence, le président de la République par intérim a adressé un message de félicitations au président de la République algérienne démocratique et populaire à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de son accession à l'indépendance. Une occasion pour le président Traoré de réaffirmer sa constante disponibilité à œuvrer au renforcement des excellentes relations d'amitié et de bon voisinage entre nos deux pays. Et puis le président de la République par intérim a également envoyé un message de condoléances au président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de la République de Cuba suite au passage de l'ouragan Sandy qui a causé la mort de 11 personnes et d'importants dégâts matériels. Il a présenté en son nom et au nom du peuple malien ses condoléances les plus attristées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.
Allons à présent à la primature où le Premier ministre a reçu cet après-midi en audience le président directeur général de Randgold. Marc Bristow est venu assurer le chef du gouvernement de sa disponibilité à accompagner le Mali malgré la crise qu'il traverse. Les deux personnalités ont aussi largement discuté de la situation actuelle de la société minière du Mali. Marc Bristow, à sa sortie d'audience, s'est exprimé au micro de Ibrahima Traoré. La société Randgold investit au Mali depuis 1996. Donc, ils sont dans les activités minières parce qu'ils croient beaucoup aux potentialités minières du Mali. Ils savent que depuis quelque temps, notamment l'année dernière, le Mali traverse quand même quelques difficultés. Donc, ils voient que les choses se stabilisent. Et il était important pour lui de venir voir le Premier ministre pour échanger avec lui sur ces différents sujets. En dehors de ça, il s'est entretenu avec le Premier ministre sur le problème d'emploi des jeunes, parce qu'il sait que c'est une préoccupation. Et il a voulu l'assurer un peu de son soutien par rapport à ça pour pouvoir aider. Il sait aussi qu'avec les difficultés actuelles, les financements ont été arrêtés sur pas mal de points, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation. Donc c'est de ça qu'il a parlé avec le Premier ministre pour montrer sa disponibilité à pouvoir assister si nécessaire dans ces différents domaines-là. Après cette période que la stabilité revient, de faire revenir les investisseurs au Mali. Ça, c'est une partie de son rôle, de parler aux gens afin que ceux qui sont partis à cause de la crise puissent revenir pour réinvestir au Mali. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra demain, jeudi 1er novembre et jour suivant, s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des questions orales adressées à Monsieur le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation sur des délibérations, sur plusieurs projets et propositions de loi intéressant la vie de la nation et enfin sur des communications. Le président sait compter sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Yacouba Traoré, fait le bilan de son séjour saoudien. Il faut rappeler que depuis plus d'une semaine, il fait partie des invités du roi d'Arabie Saoudite pour le Hajj 2012. Le ministre a rencontré plusieurs personnalités au centre des débats, la religion musulmane et le Mali. Il termine son intervention en déplorant le comportement de certains pèlerins de la filière gouvernementale. Dr Yacouba Traoré est au micro de nos envoyés spéciaux Mamadou Niamadiara et Karunga Konaté. À la Mecque, nous avons été reçus par le roi du royaume d'Arabie Saoudite, le prince Abdallah, qui a invité plus de 400 personnes dans la grande salle du palais. Et beaucoup de discours ont été lus. Il a prôné l'union des musulmans, la solidarité, surtout l'entraide entre les musulmans. Il a demandé à l'ONU d'intervenir par rapport au sabotage qui sont perpétrés sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc de prendre des décisions pouvant interdire ces actes commis par des personnes mal intentionnées. Nous avons ici rencontré le secrétaire général de la Ligue mondiale islamique, donc, qui a promis d'accorder son appui et aussi de participer à la résolution de la crise du Nord. Donc plusieurs autres rencontres ont été effectuées ici, en l'occurrence avec le directeur général de l'agence El Madina, qui est chargé de la gestion des transports aériens. Donc il nous a promis que le retour des pèlerins se fera dans de très bonnes conditions et que les avions sont fin prêts. L'organisation du Hajj se passe dans de bonnes conditions, mais il faut signaler qu'il y a des difficultés. Par exemple, les difficultés liées au transport se posent, et les bus sont insuffisants. Il n'y a que 2 bus qui appartiennent au Mali, donc nous sommes obligés de louer une cinquantaine de bus qui font la navette entre la Mecque et Mina. Autre difficulté rencontrée, c'est les logements à Mina. Donc j'avoue que les tentes sont restreintes et ne peuvent pas contenir tout l'effectif. Donc il y a beaucoup à faire dans ce cadre-là. Sans oublier l'insalubrité qui règne au niveau des tentes.
Donc il est opportun de réfléchir sur les voies et moyens pouvant aider le gouvernement malien à résoudre ces différents problèmes afin que les pèlerins maliens puissent être dans de bonnes conditions de Hajj. Et toujours par rapport au retour de nos pèlerins, en raison du retard enregistré dans l'embarquement des pèlerins au niveau de l'aéroport international à Jeddah, en Arabie Saoudite, l'arrivée du premier avion de la filière gouvernementale, initialement prévue ce mercredi 31 octobre à 13h, aura lieu le même jour à minuit, donc cette nuit à minuit. L'arrivée du second avion fera l'objet des communiqués ultérieurs. Le ministre compte sur la bonne compréhension de tous. Et puis sur un tout autre sujet, notez que le médiateur de la République, Django Sissoko, a participé du 22 au 24 octobre dernier à Tirana en Albanie au conseil d'administration de l'association des ombudsman et médiateurs de la francophonie dont il est le trésorier. Les médiateurs de la francophonie ont également eu une importante rencontre sur le renforcement de leur pouvoir dans la protection des droits des enfants. Je n'ai jamais démissionné du Haut Conseil islamique. Ce sont là les propos du guide de Ansardine International, Chérif Ousmane Haïdara, lors de la ziara à Tamani, dans la région de Ségou, qui a tenu donc à s'expliquer sur les rumeurs qui couraient à ce sujet. Les pèlerins, de leur côté, ont prié et fait des bénédictions pour l'ensemble des Maliens. Envoyés spéciaux, Abdul Salam Bamara et Adama Djimdi. Ils sont plus de 50 000 fidèles de la confrérie Ansardine internationale de Chérif Madani Ousmane Haïdara à converger vers Tamani en 4e région pour la ziara annuelle. Occasion pour eux de lire le Coran, prier et se recueillir sur la tombe des saints afin de bénéficier de leur baraka. Le shérif a tenu à insister sur la légalité du point de vue droit islamique de certaines sunnas ou pratique du prophète paix et salut sur lui relative au Mawlud, à la ziara ou au recueillement sur la tombe des saints. Pour les pèlerins, la ziara a tout son sens. L'importance aujourd'hui, ça fait le développement aussi de la communauté musulmane à part entière. Nous, aujourd'hui, nous avons des événements au sein de notre association. Nous avons trouvé utile aujourd'hui de célébrer les ziyaras dans tout le monde entier où les sardines sont quand même implantés. La situation politique du pays s'est fortement invitée à Tamani et les Amsar ont leur recette en la matière. Pour sortir notre pays de cette crise, il faut la réconciliation d'abord entre les forces politiques, les leaders politiques, et puis entre aussi les forces armées du Mali. Si tout donne la main, je crois que c'est très simple, notre pays va sortir de cette crise. On demande à bon Dieu de sortir notre pays de cette crise et puis de nous donner aussi la paix. Le leader de Amsar International a réaffirmé qu'il n'a jamais démissionné du Haut Conseil islamique, avec qui d'ailleurs il entretient d'excellentes relations. Le capitaine Amadou Ayassanago y a envoyé un émissaire en la personne du lieutenant Issa Tangara pour magnifier le rôle des religieux dans la stabilité du pays. Les pèlerins ont fait des bénédictions sur la tombe des saints à Djelabougouere et à Tamani. La ziara Tamani 2012 est placée sous un double signe: renforcer la cohésion entre les musulmans et prier collectivement pour la reconquête de l'intégrité territoriale du Mali. La communauté africaine célèbre demain, jeudi 1er novembre, la journée africaine de la jeunesse. Le thème retenu cette année est « Culture de la paix et de la lutte contre la haine », ce qui constitue un véritable défi pour notre jeunesse en ce moment précis où notre pays est touché dans sa souveraineté et dans sa dignité. Dans son message, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Amey Founé Mahalmadan, lance un appel à tous pour une mobilisation dans la communion et l'action pour la libération de nos régions du Nord. Propos recueillis par Nando Dambélé. L'édition de cette année intervient dans une situation toute particulière car depuis 8 mois, la totalité de la partie septentrionale de notre pays est occupée. C'est l'occasion pour tous, autorités, encadreurs et jeunes, de se remobiliser, se retrouver et resserrer les rangs dans la communion et l'action en vue de la libération des zones occupées. La journée africaine de la jeunesse, instituée par la 7e Assemblée ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine,
se veut un cadre approprié de réflexion sur les grands défis qui se posent à la jeunesse du continent. Elle est la matérialisation, la volonté et l'engagement des autorités du continent à contribuer au développement de la jeunesse. Le thème de la présente édition, culture de la paix et de la lutte contre la haine, est un défi pour notre jeunesse en ce moment précis où notre pays est touché dans sa souveraineté et dans sa dignité. Cette journée vous offrira l'opportunité de réfléchir sur la culture citoyenne et patriotique, de consolider la nécessaire solidarité entre vous, gage d'un Mali uni et prospère. Mes chers compatriotes, des projets majeurs pour la promotion de la jeunesse sont inscrits dans la feuille de route du gouvernement de transition. Il s'agit du rétablissement du service national des jeunes, de la réactivation du mouvement pionnier et de l'opérationnalisation du Centre national de promotion du volontariat. Le service national des jeunes, structure d'éducation sur la citoyenneté, se révèle comme un moyen de raffermissement et de développement des aptitudes mentales, civiques et physiques du jeune. Quant au mouvement pionnier, sa réactivation à l'école ainsi que sa dynamisation au sein des structures socio-éducatives permettront de relever le défi du rendement moral dont le pays a tant besoin. Ces deux initiatives permettront, j'en suis sûr, de façonner et de préparer un citoyen nouveau, soucieux et respectueux des valeurs sociales, culturelles et économiques de notre pays. C'est demain 1er novembre que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, célèbre son 50e anniversaire. À cette occasion, le président en l'exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, Faure Gnassingbé, s'adresse ici aux populations de l'Union. Nous vous proposons un extrait de son message. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest célèbre cette année son 50e anniversaire. En cette veille du 1er novembre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur du traité instituant l'UMOA, mais également jour de la Toussaint, je voudrais me souvenir avec vous et m'incliner respectueusement devant la mémoire des pères fondateurs de l'Union. Ces hommes d'État ont permis, par leur clairvoyance, de bâtir la BCEAO, une institution solide, fondée sur les principes de solidarité et de coopération entre États souverains. Dans notre Union, la Banque centrale a le privilège exclusif d'émettre des billets et pièces de monnaie, le franc CFA. En outre, elle définit et met en œuvre la politique monétaire. Elle veille également au bon fonctionnement du système bancaire et gère les réserves de change. Cet anniversaire doit être pour la BCEAO l'occasion d'explorer de nouvelles voies afin de perpétuer sa tradition d'excellence au service des populations de l'Union. Mesdames et messieurs, la célébration de ce 50e anniversaire intervient malheureusement dans un contexte difficile. C'est le lieu pour moi d'exprimer une fois de plus la solidarité de l'ensemble des peuples et des dirigeants de l'Union aux populations victimes des crises sociopolitiques et leur indiquer que nous ne ménagerons aucun effort pour le retour de la paix et de la sécurité dans l'Union. À suivre après ce journal l'intégralité du message du président en exercice de l'UEMOA. À Ouagadougou, le 13e CIAO bat son plein. C'est au pavillon marron que tous les pays disposent d'un stand national appelé stand pays. Il en est la vitrine, mais aussi l'espace de promotion de ses produits artisanaux et de partenariat. Nous y faisons un tour avec nos envoyés spéciaux Adama Kamara et Abbas Fambogouri Traoré. Au Salon international de Ouagadougou, plus d'une trentaine de pays sont en compétition. Chacun d'entre eux est représenté par un salon appelé stand pays. Une rencontre comme celle de CIAO est une occasion exceptionnelle pour les différents pays de la sous-région de se côtoyer, de se rencontrer, d'échanger, de tester également leurs produits. C'est à ce titre que le stand institutionnel de la Côte d'Ivoire est bienvenu, en ce sens que
Sur ces stands, nous faisons une sélection rigoureuse des différents produits des artisans de Côte d'Ivoire que nous présentons ici. Pour nous, les stands de pays, c'est le reflet de l'artisanat. Chez nous, nous avons 120 corps de métiers codifiés par arrêté ministériel. Donc on a pris un peu, on a fait un peu de touche à tout. Donc ce qui nous permet d'avoir une gamme variée. En 13 éditions déjà, le CIAO s'est imposé en notoriété et peut être considéré comme un passage obligé vers le monde. The impact is very good. Le CIAO passé, ils étaient là avec 26 stands. Ouais, et cette année, ils sont là avec 40. Donc tout le monde, c'est unanime pour tout le monde que le CIAO est un lieu pour promouvoir l'artisanat africain. Le CIAO me permet de rencontrer des professionnels. Malheureusement, il y en a beaucoup qui se contentent de faire depuis des années les mêmes produits. Et je pense que le marché international est bien présent. Mais par contre, il a des exigences. Ce sont des exigences de créativité, de productivité, de qualité. Les stands pays, en plus d'être un panorama artisanal national, jouent aussi le rôle d'espace d'échange et de marketing. Nous restons hors de nos frontières et nous parlons de l'exploitation de l'uranium. Les nouvelles autorités du Niger contrevoient les permis d'exploitation minier du groupe français Areva qui extrait la moitié de son uranium des mines nigériennes. Quatrième producteur d'uranium dans le monde, le Niger souhaite que les populations profitent plus de leurs ressources minières. Le partenariat entre le Niger et Areva est déséquilibré. C'est le président nigérien en personne qui l'a dit il y a quelques jours aux responsables de l'entreprise française. Aujourd'hui, le Niger est le quatrième producteur mondial d'uranium. Depuis 40 ans, Areva exploite 2 mines dans le nord du pays. Un uranium essentiel aux centrales nucléaires françaises. Mais pour Niamey, le peuple ne profite pas assez des retombées du secteur minier. Pour l'année 2012, nous avons un budget de 1400 milliards de francs CFA. La contribution du secteur de l'uranium, c'est 70 milliards, ce qui représente 5%. C'est pour vous dire que le secteur de l'uranium représente très peu parce que nous ne tirons pas assez de ressources là-dessus. Le gouvernement nigérien réclame désormais un partenariat gagnant-gagnant. Areva affirme que c'est déjà le cas. Simple effet d'annonce ou vraie volonté politique, pour l'instant Niamey n'explique pas comment il compte renégocier les contrats avec le géant français. Mais derrière ce bras de fer, l'enjeu c'est surtout le site d'Imouraren dans le nord du pays. Areva doit ouvrir une nouvelle mine, mais le chantier a pris du retard. Conséquence, un manque à gagner énorme pour le Niger. Pour les militants de la transparence budgétaire, le gouvernement a donc raison de hausser le ton. Il a trop tardé dans la mesure où, selon la convention qui les lie à Areva, la mine de Mouraren devrait être mise en service en 2012. Nous sommes en 2012, cela n'y est pas. Je pense que le gouvernement devrait tirer des conséquences en tant que partie au contrat. Pour Areva, la dégradation des conditions de sécurité dans la région explique ce retard. L'entreprise française affirme que le site d'Imouraren sera opérationnel fin 2014. Ce sera alors la deuxième plus grande mine d'uranium au monde. L'opposante rwandaise Victoire Ingabire a été condamnée à 8 ans de prison ferme pour déni de génocide et conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre. Verdict de la Haute Cour de justice rwandaise. À l'entrée du palais de justice de Kigali, le public passe à la fouille. Seuls les journalistes sont restés devant le bâtiment, interdits d'assister au procès de l'opposante Victoire Ingabire qui a boycotté cette audience. Ils ont suivi les débats et le verdict devant des haut-parleurs. La Haute Cour de justice condamne Victoire Ingabire pour conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre et pour négation de génocide. La Haute Cour la condamne à 8 ans de prison ferme. La collusion avec la rébellion Hutu des FDLR, qualifiée de terroriste par Kigali, est donc reconnue pour elle et 4 co-accusés.
Seule la charge la plus grave de propagation de l'idéologie de génocide a été abandonnée, mais pour la défense, la déception est grande. On va continuer l'affaire, on va faire appel, ça c'est sûr, d'abord à la Cour suprême et ensuite si on ne réussit pas devant la Cour suprême de Rwanda, devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Victoire Ingabire habitait aux Pays-Bas lors du génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts, pour l'essentiel Tutsis. Elle est rentrée au Rwanda en 2010 avec l'intention de créer un parti politique, les Forces démocratiques unifiées, et d'affronter le président Kagame lors des présidentielles. Sa volonté de faire également juger les auteurs de crimes contre les Hutus a irrité le pouvoir et déclenché la machine judiciaire. Elle est incarcérée depuis 2 ans. Aux États-Unis, après le passage de l'ouragan Sandy, on compte les dégâts. Il n'a laissé que de la désolation, 42 morts dont 18 à New York. Les pistes d'aéroport envahies d'eau, 8 millions de foyers sans électricité. Barack Obama a mis sa campagne entre parenthèses pour rencontrer la Croix-Rouge et voir ce qu'il y a lieu de faire dans l'immédiat. Les braises s'éteignent à peine dans la centaine de maisons calcinées du Queens. Les habitants du New Jersey ont toujours les pieds dans l'eau et les pistes d'atterrissage de l'aéroport new-yorkais de LaGuardia ressemblaient mercredi matin à une gigantesque piscine. Plus de 24 heures après le passage de l'ouragan Sandy, le nord-est des États-Unis est toujours dévasté et tout le monde fait le même constat, on n'avait jamais vu ça. En quelques minutes, le rez-de-chaussée était complètement inondé. L'appartement du dessous est détruit. Leurs vies sont plus importantes que la maison. Je ne m'inquiète pas vraiment pour la maison. On peut se débrouiller sans maison. Les chiffres sont vertigineux. Au moins 42 morts, dont 18 à New York, 8 millions de foyers toujours sans électricité, 7400 gardes nationaux mobilisés dans 11 États. À New York, quelques touristes errent dans une ville qu'ils imaginaient bouillonnante et qu'ils découvrent à l'arrêt. Wall Street et Broadway devraient reprendre leur activité, mais le métro, gravement endommagé, n'a pas encore ouvert ses portes. Après une visite dans le New Jersey, le président Obama s'est rendu auprès de la Croix-Rouge. Ce ne sera pas facile pour toutes les personnes sinistrées de se remettre rapidement. Ce sera donc important que nous gardions notre esprit de résilience et que nous continuions à être de bons voisins jusqu'à ce que tout le monde aille mieux. Observée de près, la gestion présidentielle de la catastrophe pourrait jouer un rôle important lors de l'élection du 6 novembre. Au coude à coude avec Obama, le candidat Romney a repris sa campagne mercredi. Mais pour beaucoup, l'entraide et la reconstruction sont une priorité. Le gouverneur républicain du New Jersey, Chris Christie, a ainsi qualifié Barack Obama de formidable et refusé une visite de Mitt Romney. Retour à l'actualité nationale, Sotelma Malitel a remis des denrées alimentaires à 6 structures œuvrant pour la petite enfance. C'était au siège de la société et c'est pour couvrir les besoins alimentaires des enfants. Cette action s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion qui s'achève aujourd'hui. Reportage de Fatim Koné. 30 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce don que vient d'offrir la Sotelma Malitel à 6 structures œuvrant dans la petite enfance. Il s'agit de la pouponnière 1 et 2, de l'Amaldem, des villages d'enfants SOS Sanankoroba et de Kita, des services de transmission mère-enfant de l'hôpital Gabriel Touré. Composés de lait, de sucre, de riz, ces vivres doivent couvrir en principe les besoins alimentaires des enfants de ces structures pour un certain temps. Aujourd'hui, plus que jamais, le pays a besoin de solidarité agissante et de paix pour permettre aux décideurs de s'investir dans le développement du pays pour le bien-être de tout le monde. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des bénéficiaires ici présents pour l'usage qu'ils feront pour le bénéfice de ces enfants qui aujourd'hui ont besoin de tendresse, d'attention et de compassion. Pour vivre, il faut bien se nourrir, selon le directeur de SOS Sanankoroba. Il ajoutera que sa structure était à court de vivres à cause de la crise. C'est pourquoi il s'est joint aux autres bénéficiaires pour saluer ce élan de solidarité de la Sotelma Malitel.
Auparavant, les enfants ont présenté un sketch axé sur le retour de la paix. En 4e région, chaque enfant a besoin d'un enseignant de qualité. C'est l'objectif essentiel d'un nouveau projet qui vient d'être lancé ce mardi en 4e région. Ce programme de la coalition des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous au Mali vise la formation des enseignants de qualité dans la 4e région. De Ségou, la correspondance de Fousseini Samaki. À travers ce projet, chaque enfant a besoin d'un éducateur de qualité. La coalition des organisations de la société civile et ses partenaires Oxfam Novit, International Education, Comic Relief veulent amener les autorités régionales, les syndicats d'enseignants, les organisations de la société civile à une large implication dans la formation des enseignants de qualité pour tous au Mali. Dans sa mise en œuvre, ce programme envisage entre autres la formation de 3000 enseignants des écoles communautaires, accompagner la formation des sortants des instituts de formation des maîtres. En effet, autant il n'est pas assez d'avoir de grande qualité, autant il faut en avoir de l'économie. Ainsi, je voudrais simplement vous dire que l'exercice en cours consiste à amener les autorités régionales, les syndicats d'enseignants, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers à s'approprier les activités du programme. Chaque enfant a besoin d'un enseignant qualifié. Pour les autorités régionales de Ségou, ce projet vient à point nommé. Elles ne ménageront aucun effort pour accompagner sa mise en œuvre dans la région. Nous souhaitons la bienvenue à ce programme dans notre région. Un programme dont les qualités ne sont plus à démontrer, dans la mesure où nous savons que dans notre région, nous avons effectivement besoin de relever le niveau de formation des enseignants. Ceci va être effectivement un avantage pour les enfants qui pourront profiter de cette formation-là. Et nous nous mettons à leur disposition pour que nous puissions ensemble relever ce niveau de formation avec les partenaires qui ont bien voulu procéder au financement de ce programme. Ce programme, chaque enfant a besoin d'un enseignant de bonne qualité, s'inscrit dans la politique nationale de l'enseignement de qualité pour tous les enfants au Mali. Parlons culture, Kora Fola est un film documentaire qui relate la vie de Madina Ndiaye. Cette handicapée visuelle, joueuse de Kora, s'est beaucoup battue pour apprendre cet instrument traditionnel. Elle qui n'est pas venue à la musique par héritage, mais plutôt par amour. Le cinéaste Mamadou Sissi a consacré 52 minutes sur le parcours de cette femme atypique. L'avant-première du film a été suivie par notre reporter Ibrahima Traoré. Elle est incontestablement aujourd'hui la maîtresse de la Kora au Mali et dans le monde. Madina Ndiaye est une handicapée visuelle qui a embrassé depuis 15 années de cela un instrument traditionnellement réservé aux griots. Malgré les foudres de certains conservateurs, elle poursuit son enseignement, se perfectionne au fur et à mesure en approchant les détenteurs du patrimoine musical du Mandé, tel Toumani Diabaté. Suivant ainsi ce chemin de la musique mandingue, Madina Ndiaye s'est donc forgé une carrière professionnelle en autodidacte. C'est une très belle réalisation, donc qui a valeur d'exemple d'obstination, de conquête, d'engagement, et bravo au réalisateur. Madina est un exemple quand même de courage et nous pensons que l'œuvre qui a été réalisée autour d'elle mérite quand même d'être largement diffusée. Le handicap n'est pas une fatalité. Le handicap peut être vaincu. Mais il faut beaucoup de courage, beaucoup de ténacité pour y arriver. Et c'est une belle leçon. De la fermeté de l'interpellation au lyrisme de la confession, tantôt grave, tantôt aérienne, Madina va de la fable universelle au monologue intérieur, habité par ses colères, ses accès de mélancolie, ses peurs et ses espérances. Elle glorifie tour à tour l'engagement des femmes, l'éternelle Afrique et le pouvoir vivifiant de la musique. Ses compositions originales révèlent d'autres influences et ses arrangements dévoilent une instrumentaliste savante en quête d'ouverture. Son interprétation fait preuve d'une maîtrise vocale où s'exprime une grande richesse d'émotions. Il faudrait comprendre d'abord que la vie n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, il faut la démystification de certaines choses. Tu vas parler de la prédestination d'un métier lié à un genre. Non, on est arrivé à une époque, quand on aime, quand l'amour est là, on peut tout apprendre. Ce qu'il a fait sur moi là, c'est
c'est pas facile et puis c'est pas comme les autres documentaires. Ça m'encourage et puis ça me donne vraiment de doubler d'ardeur encore pour revenir toujours à la courage. Ce film documentaire de 52 minutes relate toute une vie d'une femme d'exception. Avec son unique album Bimogo, Madina Ndiaye enchaîne actuellement les concerts dans les pays étrangers en fréquentant les mêmes podiums que les plus grandes stars internationales. Voilà, cette note musicale met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 10h et à 13h Amara Malé Diallo, à 18h et 20h Aoué Touré. Merci de votre fidélité et merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne vous oublions pas. Bonsoir.